Tout à l'heure, dans son introduction, Christophe a parlé des plans carbone qui avaient été réalisés par les filières. Il faut savoir que les différentes régions viticoles et les différentes interprofessions, c'est la première des choses sur lesquelles ils se sont mobilisés, d'essayer de conduire un bilan de carbone. Et on a choisi de donner l'exemple de la Champagne aujourd'hui, avec Pierre Nadio qui travaille au comité Champagne, et pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce plan carbone en Champagne. Merci, bonjour. Alors la préoccupation carbone en Champagne, elle est assez ancienne, puisqu'elle remonte au début des années 2000, à une époque où il y a eu une volonté de la filière de structurer l'ensemble des actions environnementales qui existaient dans une démarche globale. Donc il y a eu la réalisation d'un diagnostic initial dans l'optique de construire des plans de progrès sur les problématiques de l'eau, de la biodiversité, du carbone. Carbone, on ne le savait pas encore d'ailleurs, puisqu'en fait on a commencé par réaliser l'évaluation environnementale de la filière, c'est-à-dire qu'on a découpé les 450 pratiques vitivinicoles, de la plantation d'une vigne jusqu'à l'expédition d'une bouteille chez le consommateur. Et pour chacune de ces pratiques, on a évalué quels étaient les impacts environnementaux, c'est-à-dire quelles étaient les émissions dans l'air, dans l'eau, dans les sols. Et on a eu la surprise de voir arriver cet enjeu énergie-climat. Je dis la surprise parce qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. On était en 2001. Aujourd'hui, c'est une évidence. À l'époque, c'était quand même assez nouveau. Et donc, pour mieux appréhender cette question carbone, on s'est rapproché d'un monsieur qui n'était pas très connu à l'époque, qui s'appelait Jean-Marc Jancovici, qui était en train de développer le bilan carbone pour l'ADEME. Donc, on a eu la chance de faire partie des cobayes et des premiers bilans carbone de l'histoire. Et donc, qu'est-ce que ça nous a appris ? On a eu une grosse surprise. Là, je vous ai mis le bilan carbone 2018, puisqu'on le met à jour tous les 5 ans depuis 2003. Mais les ordres de grandeur n'ont pas énormément changé quand même. C'est que notre cœur de métier vigne et vin, c'est en fait une partie assez réduite, aujourd'hui 14% de nos émissions. On a un gros 30% qui est lié au déplacement de marchandises et de personnes. Déplacement de personnes, là, on a une grosse partie de notre tourisme, en fait. Quand on a un Japonais ou un Américain qui vient visiter la Champagne, il y a une empreinte carbone dans le fait qu'ils prennent l'avion. Et donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Une partie fret avec tout ce qui est exportation de marchandises, mais aussi le fret amont avec tout ce qu'on peut importer. Et ensuite, vous voyez la partie en vert, c'est donc plus de la moitié de nos émissions. C'est ce qui se passe en fait chez nos fournisseurs, chez nos prestataires, sont nos achats de biens et de services, avec notamment plus de 30% de nos émissions qui sont liées à l'emballage, en particulier la fabrication de la bouteille en verre. Et donc quand on a vu ça, on a eu vraiment une nécessité d'élargir notre champ d'action et d'aller voir un petit peu à l'extérieur de la vigne et de la cave ce qui se passait vraiment sur l'ensemble du cycle de vie de notre produit, à la fois en amont et en aval. Et donc justement, quelles actions ont été mises en œuvre et pour quels résultats ? Alors les actions, donc on a construit un plan carbone Champagne, on en est à la deuxième tranche. On a eu un premier plan sur 2005-2015, là on est sur 2015-2025. Aujourd'hui on a à peu près 90 actions qui sont réparties sur plusieurs grandes thématiques que vous avez sous les yeux, j'espère. Oui, c'est bon. Merci. Et donc avec un gros poste viticulture durable, avec un raisonnement notamment de l'usage d'intrants. En 15 ans, c'est moins 50% d'usage de produits phytosanitaires et de fertilisants. Un abandon de la lutte anti-gel aussi, qui avait une empreinte carbone assez significative. Une partie, un focus sur le machinisme. Alors Christophe l'a bien détaillé, donc je ne vais pas m'appesantir sur cette partie-là, mais qui nous occupe quand même pas mal. Et ensuite sur la partie œnologie durable, alors là on est plus sur le process œnologique avec les régulations en température, qui sont la partie la plus émettrice en cave, en termes de gaz à effet de serre, notamment sur le travail sur les fluides frigorigènes qui sont des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Une partie sur éco-conception des emballages. Aujourd'hui, une bouteille de champagne standard est une bouteille allégée. On est passé de 900 grammes à 835, donc ça paraît rien du tout, mais multiplié par 300 millions de bouteilles, c'est quand même assez significatif. Je ne m'appesantirai pas non plus là-dessus, puisque Constance le présentera mieux que moi sur le travail d'Adelph.
Une partie sur l'éco-construction des bâtiments. Alors, on a rédigé un guide d'éco-construction durable des bâtiments. On essaye de faire en sorte que tous les bâtiments qui soient construits ou rénovés, parce que c'est quand même assez important aussi dans une filière qui a un patrimoine conséquent, le soient dans une démarche de construction durable. Un focus aussi sur l'éclairage, qui est un gros poste énergétique en cave. On travaille sur les LED, travaille sur la régulation, détecteurs de présence, etc. Ensuite, une partie sur le fret et déplacement de personnes. Là, le gros poste, ça a été essayer d'abandonner l'avion, notamment sur les exportations. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Bon, à part si Jay-Z a un anniversaire surprise, une commande express à la rigueur, mais c'est plus un circuit de logistique parmi d'autres comme ça pouvait l'être à une certaine époque. Aujourd'hui, on est quand même sur l'exportation internationale, sur du fret maritime. Voilà, une partie sur économie circulaire avec travailler sur le fait que tous nos déchets, sous-produits, effluents soient valorisés à 100%. Ça marche plutôt bien sur certains sous-produits, notamment les mares qui sont valorisés à 100% dans les filières distilleries. Sur d'autres sous-produits, par exemple le bois de vigne, on travaille encore à avoir 100% du bois de vigne valorisé énergétiquement. Et enfin, deux parties qui sont un peu plus de l'ordre de la gouvernance, c'est-à-dire s'assurer qu'on intègre des critères agroécologiques à tous les niveaux de décision, que ce soit dans les cahiers des charges, dans les référentiels, etc. Et aussi évaluer systématiquement toutes nos pratiques pour être sûr que voilà, toutes les pratiques qui sont appliquées en Champagne aient une note carbone. Et donc, ça nous permet de statuer là-dessus au niveau à la fois politique ou même au niveau choix individuel. Et justement, comment vous vous êtes organisé pour arriver à réaliser tout cela et à mobiliser l'ensemble des professionnels ? Ah oui. C'était le résultat, ça. Voilà, ça c'est le résultat. Et donc, les résultats qu'on a obtenus avec ce plan, c'est en 15 ans, moins 14% d'émissions à l'échelle de la Champagne. Donc voilà, de 2003 à 2018. La bonne nouvelle, c'est que dans le même temps, on a augmenté le volume de production. Donc en fait, ramené à une bouteille, le ratio est assez flatteur, c'est moins 20% de CO2 par bouteille. Maintenant, on n'est pas dupe. Ce qui est important pour l'environnement, c'est la partie de gauche, c'est les émissions en absolu. On a tous en tête l'exemple des voitures qui aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces qu'il y a quelques années. Mais comme on en a plus et qu'on roule plus, finalement, on a complètement gommé ce gain individuel. Nous, nos objectifs, ils sont vraiment sur les gains en absolu. Donc on a un objectif de moins 25% en 2025 et moins 75% en 2050. C'est ce qu'on appelle le facteur 4. Donc pour obtenir ce résultat, comment vous êtes organisé ? Quelle gouvernance vous avez mis en place ? Alors, on a essayé de faire infuser ça dans la gouvernance qui est déjà en place en Champagne. C'est-à-dire, on croit beaucoup au collectif. On a la coutume de dire les progrès de tous valent mieux que les prouesses de quelques-uns. Ça se vérifie là encore sur le plan carbone. On est beaucoup plus fort ensemble pour essayer de faire bouger les fournisseurs, pour développer des offres bas carbone ou pour se poser des questions assez compliquées. Dans une logique d'amélioration continue aussi, tout le monde démarre, on démarre là où on est à l'instant T. On ne va pas juger des niveaux d'avancement qui peuvent être assez hétérogènes. L'important, c'est d'intégrer la démarche et ensuite, on verra dans la logique d'amélioration continue comment on peut toujours progresser. On a une sorte un gradient, c'est-à-dire entre la carotte et le bâton, si vous me pardonnez l'expression. Commencer par faire de la sensibilisation, de l'accompagnement, incitation financière, etc., jusqu'à de la régulation, c'est-à-dire que quand on arrive à un niveau d'adoption d'une pratique qui est de l'ordre de 80-90%, souvent les professionnels vont dire on a fait un effort collectif pour aller vers du mieux-disant, on va réguler pour aller chercher les derniers 10% de réfractaires qui pourraient peut-être discréditer notre effort collectif. Bien entendu, c'est quelque chose de très progressif. On ne peut pas commencer par de la régulation quand personne n'est prêt, quand les techniques ne sont pas disponibles ou trop chères ou pas accessibles, etc. Avec ensuite une volonté de mise en cohérence des démarches. Ça c'est très important. C'est peut-être pour ça que j'ai dit plus fort. Il ne faut pas que le plan carbone, ça soit un machin en plus. Parce qu'il y a déjà trop de machins. On est tous débordés, saturés par le reporting, l'administratif, le réglementaire. Il faut vraiment que ça infuse dans l'existant.
Le plan carbone, on essaye de faire en sorte qu'il soit transparent. On ne va pas parler au quotidien de plan carbone aux interlocuteurs. On est vraiment sur des démarches existantes dans nos référentiels de certification, dans l'agrément des centres de pressurage, etc. C'est intégrer ces critères et intégrer ces actions dans ce qui existe déjà. Et ensuite, en termes de mise en action, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile quand on est en maîtrise sur notre cœur de métier. Par contre, sur la partie amont-aval, il faut avoir la chance d'avoir des partenaires qui sont mobilisés. C'est pour ça qu'on essaye d'être très opportuniste. Dès qu'on a une opportunité de sensibiliser les partenaires ou de lancer un nouveau projet, par exemple, on a eu l'exemple au cours de la COP 21, on a dit la Champagne va faire sa COP. Et donc, on a fait une mini-COP pour mobiliser tous les partenaires. Il faut y aller. On a lancé un exemple de fret voilier. C'était vraiment par hasard. On a rencontré une start-up qui faisait du fret à la voile vers le Canada, les États-Unis. On s'est dit, on va lancer ça. Ce n'était pas dans le plan carbone, mais on l'a fait parce que ça nous a permis de mettre sur la table le sujet du fret, sur lequel on avait beaucoup de mal à avancer avec les interlocuteurs du ferroviaire et du fluvial, par exemple. Et donc voilà, c'est toujours une alternance entre des petites victoires rapides sur des petites actions phares et puis des grosses actions de long terme qui sont beaucoup moins sexy, qu'on va souvent travailler pendant 10 ans avant d'avoir une belle victoire comme la bouteille allégée ou cépage résistant, etc. Merci beaucoup pour ce témoignage.